Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé aux frères et aux sœurs qui écoutent cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du drame congolais, donc qui est un drame qui se déroule en ce moment, au moment où nous parlons, mais qui ne fait pas assez parler de lui, contrairement à ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Palestine, en Irak, etc. Et donc, peu de gens savent et peu de gens comprennent ce qui s'y passe réellement, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de ne pas faire, en commençant par les Congolais eux-mêmes, parce que beaucoup d'entre eux ont une mauvaise lecture de ce qui se passe dans leur pays, donc forcément cela engendre un discours qui est totalement erroné. Et puisqu'on en parle peu de ce qui se passe au Congo, il faut souligner que dernièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un comédien, je crois que c'est un Marocain. Il a fait une vidéo sur le Congo, sur le drame congolais. Il a près de 200 000 abonnés et il en a parlé. Donc comme quoi, il ne faut pas croire que tous les Marocains ou bien tous les Maghrébins n'aiment pas les Noirs, loin de là. Donc si lui il parle du cœur du continent, du peuple originel, donc comment serait-il autrement sur notre chaîne? Donc celui qui se solidarise avec la cause réelle du Congo se solidarisera facilement avec toutes les causes de l'Afrique et des opprimés dans le monde, tellement le drame congolais est quelque chose de terrible qui se passe là-bas, sur une terre qui a aussi des secrets importants gardés que peu de gens savent. Pour ceux qui ne savent pas, seulement par rapport à la tragédie en cours ou à l'instabilité qui se poursuit actuellement à l'est du Congo, il y a un consensus même au niveau international que depuis 1998, il y a eu plus de 6 millions de morts, mais aussi des millions de populations qui ont été déplacées et on parle de plus d'1 million de femmes qui ont été violées, dont beaucoup ne peuvent plus avoir d'enfants. Il y a eu des bébés qui ont été violés, des vieillards, des garçons. Donc imaginez une population où vous avez comme ça plus d'1 million de personnes qui ont subi ce traumatisme-là. Qu'est-ce qui doit en être au moment où nous parlons? Donc tout cela sans parler du pillage des immenses richesses de ce pays, ainsi que de la misère extrême de la population, ce qui est une chose qui est totalement anormale. Il faut aussi rappeler que du temps de Léopold II, roi des Belges, de 1885 à 1908, il y a déjà eu, selon les estimations les plus faibles, entre 6 et 10 millions de morts. Et tout ça, bien sûr, sans parler de l'époque de l'esclavage, là où il y avait les Portugais, avec tout ce qui s'est passé, les guerres civiles, la destruction de la culture, la société, etc., etc. Donc on parle bien d'un véritable drame, d'une tragédie qui a commencé il y a bien longtemps et qui se poursuit encore de nos jours. Et c'est donc ce drame qu'on va essayer d'expliquer, car en effet, comme on l'a dit, il y a beaucoup de Congolais intellectuellement paresseux et ignorants qui attribuent cette tragédie au Rwanda, qui ont un mauvais discours, un discours erroné, et ils attribuent ça, donc cette tragédie, la responsabilité au Rwanda et essentiellement aux Tutsis. Et donc, d'autres répètent cela par pure naïveté, mais ça commence à grossir ce discours-là. Donc, on va essayer d'expliquer un peu les choses. On va essayer de faire un résumé, même si c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. On ne peut pas tout dire dans les détails, mais néanmoins, on va essayer de faire une bonne synthèse de toutes ces choses-là. La vidéo pourrait être un peu longue, mais c'est pourquoi justement il faut parler avec une certaine rapidité, un certain rythme accéléré. Et donc, justement pour cela, pour comprendre le drame congolais, il nous faut commencer par ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que si vous comprenez bien ce qui s'est passé au Rwanda, vous allez mieux comprendre ce qui se passe au Congo. Il faut savoir que le Rwanda, à l'époque, était dirigé par la monarchie Tutsi, avant même l'arrivée des colonisateurs allemands à la fin du XVIIIe siècle. Les Allemands à cette époque étaient ouvertement racistes et étant plus minoritaires que les Tutsis, ils ont utilisé un système pyramidal de domination sur base ethnique. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté quelques différences entre les Tutsis et les Hutus. En tout cas, pour la plupart d'entre eux, ils ont vu que beaucoup de Tutsis étaient plus grands, qu'ils avaient un nez qui était plus fin, parfois la peau un peu plus claire, bien qu'il y a beaucoup de Tutsis qui ont la peau très foncée, etc. Donc ils ont joué de la moindre différence pour les diviser davantage à leur profit, bien évidemment. Donc les Allemands ont créé un système oligarchique, sachant qu'aujourd'hui le rapport entre les Tutsis qui sont minoritaires et les Hutus qui sont majoritaires est d'environ 14% de Tutsis qui sont un peuple dit nilotique, pour 85% de Hutus, peuple dit bantou, et il y a aussi environ 1% des pygmées qu'on appelle les Tois.
Les Allemands donc utilisaient la monarchie Tutsi pour dominer l'ensemble du peuple et en particulier la majorité Hutu. Il faut savoir que lorsque un colonisateur ou un oppresseur veut dominer ou régner sur un peuple, il doit le diviser, il doit affaiblir en particulier la majorité de la population. Il doit créer une hostilité entre les groupes ethniques et soutenir généralement des groupes de gens minoritaires à qui on va accorder des avantages. Et donc se servir d'eux pour opprimer la majorité du peuple. Après tout, c'est logique. Si on veut faire plus de profit, donc forcément, il faut partager avec le moins de personnes possible. Et cette division n'est pas toujours ethnique. Elle peut être aussi une division de classe sociale, par exemple. Et on l'a vu à différents endroits dans le monde. Mais dans tous les cas, le colon, l'oppresseur, doit faire en sorte qu'un petit groupe de gens domine la majorité en l'opprimant. Et au Rwanda, ce petit groupe de gens était la classe dirigeante proche de la monarchie Tutsi. Mais la masse ou la majorité des Tutsis ne profitait pas autant de ce système. Pourtant, la majorité des Hutus opprimés devaient garder à l'esprit que leurs oppresseurs sont avant tout les Tutsis, sans distinction des riches, des pauvres, etc. Donc ils étaient même vus comme étant plus oppresseurs que le colonisateur allemand, qui de ce fait-là pouvait venir jouer ensuite les arbitres, alors qu'en réalité c'est lui qui alimentait cette oppression et la contrôlait pour ses propres intérêts. Parce qu'en effet, dans ce système pyramidal, les Allemands étaient tout en haut. En dessous d'eux, il y avait la monarchie Tutsi et leurs collaborateurs, dont certains Hutus qui jouissaient aussi de grands privilèges, qui étaient déjà des Mwami, donc des chefs coutumiers, etc. En dessous encore, il y avait la majorité des Tutsis et tout en bas, bien évidemment, la majorité Hutu et les Twa. Et on peut faire aussi un petit parallèle avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud durant l'apartheid. Il y avait les Blancs qui étaient tout en haut, qui jouissaient de tous les droits, de tous les privilèges, qui contrôlaient l'économie, l'industrie et ainsi de suite. Bien évidemment, ils avaient tous les droits comme le droit de voter, de siéger au Parlement et ainsi de suite. En dessous d'eux, par contre, il y avait les Indiens et les Métis qui sont minoritaires, qui eux ont acquis le droit de vote plus tard et qui est une classe sociale intermédiaire entre ce qu'il y a tout en haut et ce qu'il y a tout en bas. Et tout en bas, justement, il y avait les Noirs sud-africains qui sont ultra majoritaires, la classe la plus pauvre et qui n'avaient pas le droit de voter. Parce qu'on savait très bien que si cette majorité de gens votaient, forcément, ils arriveraient toujours au pouvoir. Et donc, forcément, il fallait leur enlever leur droit de vote, les appauvrir, les opprimer, créer une dichotomie, une division entre eux et la classe intermédiaire des Métis et des Indiens. Il faut préciser que, à part donc la majorité noire, on pouvait s'ajouter ce qu'on dirait comme étant l'équivalent des Twa ou bien des Pygmées au Rwanda, c'est-à-dire le peuple San, qui est aussi appelé peuple Bushman, qui était totalement délaissé par ce système-là et qu'on essaye de garder comme un peuple qui vit dans un territoire qui devient un peu un musée pour les touristes, etc. Mais il ne jouissent pas de grand-chose comme droits, comme privilèges, etc. Ainsi donc, en accordant des privilèges aux Indiens et aux Métis, on brisait ou bien on affaiblissait la solidarité qui pouvait se créer entre les Noirs, qui étaient donc la majorité la plus opprimée, avec donc cette classe intermédiaire d'Indiens et de Métis. Et l'on était ainsi entre la plus grande majorité des Tutsis et la majorité Hutu, donc qui était ainsi divisée de la même façon. C'était fait exprès pour qu'ils ne s'unissent pas contre la monarchie et contre le colonisateur allemand. Et ainsi donc l'Allemagne pouvait exploiter le Rwanda tranquillement et jouir bien évidemment des richesses, etc. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été vaincue, elle a perdu toutes ses colonies et le Rwanda a été confié à la Belgique, qui déjà avait colonisé le grand Congo voisin, qui avait été donné à Léopold II, et puis ça a été confié à la Belgique. Donc, maintenant la Belgique se retrouvait avec ces deux pays-là. Et lorsque les Belges ont vu ce que les Allemands avaient fait, forcément, ils l'ont perpétué, mais ils l'ont même un peu plus aggravé. Et d'ailleurs, lorsque ils venaient voir
la population du Rwanda pour, par exemple, restaurer les travaux forcés dans les colonies. Donc c'est une forme d'esclavage. Ils ont constaté qu'au Rwanda, beaucoup de Tutsis refusaient car les Allemands avaient développé en eux une sorte de sentiment de supériorité sur les Hutus qui devaient, eux, accepter ces travaux-là de subalternes qui ressemblaient plus à des esclavages plutôt que eux. Et dans le livre Les secrets de la justice internationale de Charles Onana, on nous dit que les Belges ayant besoin de main-d'œuvre ont donc défini ce qu'était un Tutsi et ce qu'était un Hutu. Comme ça, ils allaient pouvoir profiter un maximum de la productivité du pays. Donc, il fallait absolument qu'on puisse dire qui est réellement un Tutsi et qui est réellement un Hutu. Et donc, ils ont défini 3 critères pour définir ce qu'est un Tutsi. Il devait mesurer plus de 1,80 m parce qu'il se trouve que la monarchie Tutsi est composée de gens de très grande taille. La Bible même, quand on y pense, parle de cette taille élevée en parlant des Sabéens. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 45 au verset 14, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, etc. » Donc fin de citation de la Bible. Et donc aujourd'hui encore, les dirigeants Tutsis comme Paul Kagame sont en train de restaurer en fait cette coutume qui consiste à être grand et à épouser une femme de grande taille pour avoir des enfants qui seront encore plus grands. Pour illustration, voici par exemple une image de Paul Kagame qui est l'actuel président du Rwanda et de son épouse. Comme vous voyez, ils sont assez grands. Mais leurs enfants sont encore beaucoup plus grands. Par exemple, ici vous avez la fille de Paul Kagame. Et sur cette autre photo, vous voyez la fille et le fils de Paul Kagame. Donc, vous voyez comme ils sont très grands. C'est une tradition. Et ça, c'est pas dû au hasard, c'est volontaire, c'est structurel. De même, si vous voyez les chefs criminels de guerre proches de Paul Kagame qui ont ensanglanté le Congo, ceux-là aussi étaient grands de taille. Par exemple, vous avez le général James Kabarebe qui marche ici à côté de Paul Kagame. Vous avez Laurent Kunda et Bosco Ntaganda. Donc c'était ça, c'est simplement pour vous illustrer tout ça. Donc maintenant on revient sur nos 3 critères que les Belges ont établis pour définir ce qu'est un Tutsi. Donc ils ont dit qu'il devait mesurer plus de 1,80 m. Ensuite avoir un certain nombre de vaches, car les Tutsis sont considérés comme étant un peuple de pasteurs, voire nomades. Du coup, on a même caricaturé en disant que les Tutsis sont des éleveurs de bétail et que les Hutus sont des agriculteurs. Mais c'était surtout aussi pour dire que à la base les Hutus, à l'origine, possédaient la terre et les Tutsis sont venus et les ont dominés. D'ailleurs, le Kinyarwanda est une langue qui est la langue de tous les Rwandais. C'est une langue dite bantou. Donc la langue des Hutus à la base, puisque Hutu, au pluriel, on dit Bahutu. Donc bantou. Enfin, le dernier critère du Tutsi était d'avoir un lien de parenté avec la monarchie et la classe dirigeante Tutsi. Donc ainsi, on avait un peu limité, cadenassé le nombre de Tutsi qui pouvaient se prétendre Tutsi en tant que tels. Donc du coup, certains Hutus seraient devenus des Tutsis et certains Tutsis sont devenus des Hutus, car ils ne répondaient pas en fait à ces 3 critères parce qu'effectivement, tous les Tutsis ne mesurent pas plus de 1,80 m. Par contre, ceux qui sont proches de la monarchie sont souvent très grands. Et cela explique peut-être pourquoi, d'une part, plus tard, lors de la révolte des Hutus, beaucoup de Tutsis vont rester au Rwanda, tandis que ceux peut-être proches de la monarchie vont fuir à l'étranger. Et aussi, lorsque il va y avoir des massacres qu'on a appelés donc le génocide du Rwanda de 1994, un grand nombre de ces Tutsis vont être tués, vont être sacrifiés. On parle bien des Tutsis qui sont restés au Rwanda. Ainsi donc, les Hutus étaient soumis aux travaux forcés. Et donc, lorsque les Belges ont eu cette initiative-là, cela a encore aggravé le ressentiment envers les Tutsis, tout en aggravant aussi le sentiment de supériorité de la part des Tutsis. Et cela existe ailleurs dans le monde. Et même en Afrique, par exemple au Congo, il y a beaucoup de Baluba qui se croient supérieurs aux Bayaka. Donc, c'est des choses stupides
de peuples plongés en fait dans l'ignorance due à la colonisation et au conditionnement mental de l'esclave qui a été comme ça instauré, façonné pendant des décennies, voire des siècles. Mais c'était ce que le colonisateur cherchait depuis le début. Sauf qu'il y a eu une soi-disant révolution des Hutus en 1959, mais en fait qui était soutenue par l'église catholique et qui a chassé la monarchie Tutsi du pouvoir, donc ce qui a entraîné le départ de dizaines de milliers de Tutsis, pour la plupart vers les pays voisins du Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Congo et l'Ouganda. Or, en 1959, c'était une année en fait avant l'indépendance du Congo. Et ces Tutsis qui étaient arrivés en grand nombre dans ce pays-là seront déjà au Congo au moment où il va y avoir l'indépendance en 1960, et cela va créer un problème de savoir s'il faut, oui ou non, leur accorder la nationalité congolaise qui venait d'être nouvellement créée, et cela sera une source de tension parce qu'on va leur refuser cette nationalité-là en tant que groupe ethnique à l'intérieur du Congo. Donc ça va créer des tensions qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Aussi donc, les Tutsis étaient déjà installés au Congo durant la colonisation, car ils venaient travailler notamment dans les mines au Katanga, etc. D'autres étaient là même avant la colonisation, mais en très petit nombre. On dit que ce sont souvent des pasteurs, des éleveurs qui venaient là pour les terres avec leur bétail, et puis ils continuaient leur chemin, d'autres s'installaient là, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et donc, depuis 1959 au Rwanda, le pouvoir est passé des mains des Tutsis à ceux des Hutus. Tout du moins, en tout cas, le fait d'avoir des élites qui auparavant étaient formées simplement pour les Tutsis en leur faveur, à ce moment-là, les Belges ont inversé la tendance et ont commencé à promouvoir les Hutus. Il faut dire qu'à plusieurs reprises, les Tutsis vont tenter de reprendre le Rwanda par les armes, notamment en 1963 et en 1973, entraînant donc des représailles sur les Tutsis qui étaient restés au Rwanda. Et comme on a dit, certains Tutsis avaient fui en Ouganda, dont la famille de Paul Kagame, actuel président du Rwanda. Et il faut aussi se dire, mais pourquoi est-ce que les Belges ont tout d'un coup commencé à soutenir les Hutus contre les Tutsis, alors qu'ils avaient toujours fait le contraire? Tout simplement parce que, ça aussi les Africains doivent le comprendre, ne pas analyser comme ça les choses au hasard. Ça explique aussi pourquoi en 1960 il y a eu tellement d'indépendance de pays africains, mais peu de gens analysent les choses de cette façon-là. Il se trouve que les Tutsis, étant l'élite du pays qui avait eu droit à la scolarisation, etc., avant les Hutus, eh bien, ce sont ceux-là aussi les premiers qui ont commencé à s'imprégner des idées d'indépendance, etc. Donc, ils ont simplement suivi un mouvement qui existait un peu partout en Afrique. Mais néanmoins, il se trouve que les Tutsis sont minoritaires. Donc, forcément, lorsque l'indépendance allait arriver, inévitablement, ils seraient confrontés face à la majorité Hutu, qui allait certainement créer son parti politique. Son parti politique, forcément, avec 85% de la population, allait forcément gagner. Or, si c'était les élites Tutsis qui avaient demandé l'indépendance et qui dirigeaient le pays à ce moment-là, il se trouvait que l'influence des partis Hutus pouvait être, comment dire, ces partis pouvaient être influencés par l'Union soviétique. Or, l'Union soviétique, on était en pleine période de guerre froide, donc on ne voulait pas que ces partis-là aient le soutien de l'étranger, donc du coup faire basculer le pays dans le bloc communiste. Donc ils ont inversé la situation, ils se sont dit on va s'appuyer maintenant sur les Hutus, on va leur faire croire qu'on leur concède l'indépendance, qu'on leur permet d'accéder à la scolarisation, etc. Donc du coup à ce moment-là, ils vont pouvoir gérer le pays en créant un parti unique. Et en ayant ce parti unique-là, eh ben, ils vont tout simplement diriger le pays, et donc ainsi on aura moins de troubles. Même si au Burundi les choses ne sont pas passées de la même façon, les Tutsis ont réussi quand même à se maintenir pendant fort longtemps. Et donc nombreux de ces Tutsis qui avaient fui en Ouganda, dont
Paul Kagame et sa famille, vont plus tard aider Yoweri Museveni, actuel président de l'Ouganda, qui est lui-même un Tutsi. Donc ils vont l'aider à prendre le pouvoir en Ouganda, et soutenu bien évidemment par les Américains. Et ce que les Congolais ont eu à déplorer plus tard va se passer en Ouganda d'abord. C'est-à-dire que les Ougandais vont constater qu'il y avait de plus en plus de Tutsis rwandais dans différents postes clés de l'État, notamment dans les services de renseignement, etc. Et donc, pour se débarrasser d'eux, Yoweri Museveni va donc s'entendre avec eux et leurs alliés américains pour les aider à prendre le pouvoir au Rwanda. Comme ça, ils vont quitter l'Ouganda. Et bien évidemment, c'était tous ceux que justement les Paul Kagame et les autres Tutsis qui avaient participé à aider Yoweri Museveni, c'est tout ce qu'ils demandaient en fait depuis le début. C'est ainsi que donc ces combattants Tutsis vont aller suivre une formation militaire aux États-Unis envoyée par l'État ougandais. Et une fois formés et de retour, ils vont lancer une offensive sur le Rwanda depuis les frontières ougandaises du Nord en 1990 sous le nom du Front patriotique rwandais ou bien FPR. Et c'est là que les Congolais doivent comprendre que ces Tutsis venus d'Ouganda sont en fait les enfants de Tutsis qui ont fui le Rwanda en 1959 lors de la révolte des Hutus et en 1961 lors de l'indépendance du Rwanda. Et beaucoup étaient proches de la monarchie Tutsi qui avait été chassée du pouvoir. Mais la majorité des Tutsis, comme on l'a dit, est restée au Rwanda. Donc ces Tutsis qui ont attaqué le Rwanda 30 ans plus tard sont une minorité dans la minorité Tutsi. On répète bien, ils sont une minorité dans une minorité au Rwanda. Ces gens ont grandi en Ouganda, pays de la sphère anglophone, alors que le Rwanda à l'époque était dans la sphère francophone. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que le Rwanda est en train de basculer de plus en plus dans la sphère anglophone parce que c'est influencé par cette minorité de Tutsis qui était venue de l'Ouganda. Le Rwanda a même intégré le Commonwealth alors que à la base, ils ne sont même pas dedans. Ils n'ont rien à voir avec la Grande-Bretagne sur l'histoire coloniale, etc. Donc, même s'il est vrai que ces Tutsis venus de l'Ouganda avaient beaucoup de complices même dans la population Tutsi qui était restée au Rwanda, mais il faut dire aussi qu'il y avait même des Hutus qui étaient au Rwanda et qui étaient donc leurs complices de l'intérieur parce qu'il se trouve que leurs protecteurs américains, donc à ces Tutsis, Kagame, etc., leur ont rendu le bras long et les ont formés très bien, notamment au renseignement, à l'infiltration, espionnage, sabotage, etc. Donc, ils avaient des connaissances à ce niveau-là, mais la majorité des Tutsis du Rwanda n'étaient pas leurs complices. On peut imaginer que, un peu comme dans n'importe quel pays, notamment en Afrique, que la colonisation a formaté et façonné, ça les aurait certainement plu que des Tutsis arrivent au pouvoir. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens du Nord préféraient Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo, simplement parce que eux, ils étaient du Nord plus musulmans, etc. Et ils ne voulaient pas de Laurent Gbagbo. Donc, des questions ethniques qui ont été façonnées par la colonisation et aussi par l'histoire récente, voilà, l'ivoirité, etc. Donc, c'est des dichotomies, c'est des divisions qui ont été sciemment créées de toutes pièces. Donc, c'est un manque de conscience politique, tout simplement. Donc, il faut comprendre ça pour les Tutsis, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complices de ceux qui sont venus semer la guerre au Rwanda au début des années 90. Donc enfin, bref, donc cette majorité de Tutsis ne cherchait pas la déstabilisation ou bien la guerre civile au Rwanda. Et c'est eux d'ailleurs qui vont être sacrifiés, qui vont payer le plus lourd tribut comme victimes 4 ans plus tard du fameux génocide en particulier, même s'il y a aussi, il faut toujours le répéter, beaucoup de Hutus qui ont été massacrés. Mais avant d'en arriver là, le climat de méfiance vis-à-vis des Tutsis au Rwanda va s'accentuer à tel point que tellement il y aura des attentats, des attaques, des assassinats qui vont être perpétrés par le FPR, parfois sous différents noms. Donc de quoi faire tomber bon nombre de politiciens, d'intellectuels, de notables ou d'acteurs de la société civile Hutu dans le piège que beaucoup de Congolais sont tombés ou commencent à tomber de plus en plus, c'est-à-dire celui de désigner l'ethnie Tutsi comme un ennemi du peuple Hutu majoritaire au Rwanda
Et cette grave erreur stupide va servir à leur coller un génocide dans le dos et qui va légitimer et qui va asseoir le pouvoir de Paul Kagame jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il vient encore d'être réélu pour cette année à la tête du Rwanda il y a à peine quelques jours. Et souvenez-vous, on a dit que les Tutsis sont environ 15% contre près de 85% de Hutus. Et il se trouve qu'actuellement, c'est un Tutsi qui a grandi en Ouganda. Donc, comme on a dit, c'est une minorité dans la minorité Tutsi. Et qui est en plus arrivé avec les armes au Rwanda pour ensanglanter ce pays. Et c'est lui qui gagne les élections avec 98% des voix. Donc, c'est comme si, en fait, il faut comprendre que les Hutus n'ont plus le droit de créer un parti politique et se faire élire par leur propre population. Même par un vote ethnique, ce qui est très courant en Afrique, les Hutus n'ont plus le droit de le faire parce qu'on leur a collé un génocide au niveau international et tout ça. Ils sont très stigmatisés. Donc, c'est par exemple, si vous prenez l'exemple de Victoire Ingabire, donc cette femme qui est toujours aujourd'hui emprisonnée parce qu'elle est venue il y a quelques années pour participer aux élections contre Paul Kagame, créer un parti politique, etc., etc. Elle a simplement fait une déclaration en disant que effectivement, on reconnaît le génocide des Tutsis et je m'incline devant leur mémoire, etc. Mais il faut aussi reconnaître les victimes Hutus et à ce moment-là, ça a été considéré comme la négation ou le révisionnisme par rapport à ce qui s'est passé dans les génocides de 94. Donc elle a été emprisonnée juste pour ça, mais depuis qu'elle est en prison, les charges contre elle ne cessent de s'accumuler. Oh, soi-disant, on a arrêté des personnes au Burundi qui sont venus demander des armes pour faire un coup d'État au Rwanda et comme par hasard ces gens-là avaient échangé des emails avec cette femme Victoire Ingabire. Donc ces peines commencent à augmenter. Donc on est en train de l'accuser de tous les maux qui ne sont même pas arrivés. Donc elle n'a même pas fait de rébellion ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'il y a eu des échanges d'emails. Donc ce sont juste des prétextes pour accumuler les charges pour qu'elle ne sorte pas pour déranger Paul Kagame, puisqu'elle était la seule, pratiquement la seule qui a eu ce courage-là de revenir au pays pour essayer de créer un parti fort. Et comme on sait que les Hutus sont ultra majoritaires, donc forcément à coup sûr, s'ils ont un grand parti, ils vont toujours gagner les élections. Et donc, ce génocide-là a été fait pour justement canaliser, bloquer. Et donc du coup, Paul Kagame a un peu tous les droits, il peut tout se permettre, il peut réprimer, il peut avoir un pouvoir autoritaire, personne ne peut plus rien dire. Et cette expérience qui a marché au Rwanda peut très bien marcher au Congo grâce au discours stupide et irresponsable de gens qui viennent comme Awada Pitzel et d'autres qui parlent contre les Tutsis à tort et à travers en toute ignorance. Et ce discours-là sert les intérêts des gens comme Paul Kagame et ceux qui détruisent le Congo. Donc dans leur ignorance, ils travaillent pour Paul Kagame. Donc comme on a dit, les Tutsis du FPR ont commencé à semer la terreur au Rwanda pour prendre le pouvoir. Et normalement, lorsque les puissances étrangères comme les États-Unis soutiennent des groupes armés, ils proposent des conférences de paix entre les groupes armés et le régime en place pour commencer des négociations. Suite à ça, on forme un gouvernement d'union nationale incluant les hommes du régime et les chefs rebelles, notamment ceux dits civils. Donc, ils vont se partager le pouvoir dans un gouvernement de transition qui doit aboutir à l'organisation des élections. Mais en attendant, on doit aussi intégrer les forces rebelles à l'intérieur de l'armée nationale, ou en tout cas leur permettre de partager certaines positions clés au niveau du pays. Ce qui veut dire que désormais, ces rebelles ont accès aux informations de l'armée, leur positionnement, leur armement, ils sont payés, ils sont soignés, etc. aux frais de l'État. Donc en gros, l'armée est totalement infiltrée, noyautée, donc qui devient de plus en plus vulnérable. Et c'est ce dont a bénéficié le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, mais leur stratégie est de toujours conserver des forces à l'extérieur de l'armée ou à l'extérieur de tout accord, de toute négociation, parfois sous un autre nom. Et ces forces-là vont continuer donc à semer la terreur, à attaquer le Rwanda en complicité avec ceux qui sont à l'intérieur de l'armée et qui ont infiltré même le gouvernement, etc. Donc, ils rentrent dans l'armée pour la fragiliser, mais ils gardent toujours des forces à l'extérieur pour continuer à harceler et à demander toujours plus, à revendiquer toujours plus. Et ils vont exiger
de l'État rwandais certaines choses avant d'intégrer l'armée, mais ils vont toujours encore garder un autre groupe à l'extérieur et ainsi de suite. Et je crois que les Congolais connaissent très bien ce scénario puisque c'est ce qu'ils ont vécu exactement avec différents groupes rebelles extrémistes Tutsis qui ont sévi donc dans leur pays. Il y a eu d'abord la rébellion du RCD Goma qui a intégré l'armée congolaise et ses leaders comme Azarias Ruberwa ont intégré le gouvernement de transition de 1+4, donc c'est-à-dire un président de la République avec 4 vice-présidents, tous des belligérants presque, sauf un, dont Azarias Ruberwa justement. Et comme par hasard, un peu plus tard, on a eu les CNDP de Laurent Kunda, donc toujours d'autres extrémistes de Tutsi. Puis il y a eu Bosco Tanganda, lui aussi qui a été introduit dans l'armée avec ses leaders, etc. Donc ce mouvement qui a été lui aussi introduit dans l'armée avec ses leaders et qui ont créé un parti politique. Et dernièrement, il y a eu le M23 avec les Sultani Makenga, etc. Donc à chaque fois, c'est des mouvements Tutsis soutenus par le Rwanda avec des Congolais non Tutsis pour se donner une certaine légitimité, une certaine assise nationale, alors qu'en réalité, c'est des choses ethniques et même pas ethniques, c'est des intérêts oligarchiques de système pyramidal comme on l'a vu depuis l'époque coloniale avec les Allemands, etc. Et beaucoup de Congolais ne remarquent pas qu'on est en train de leur repasser un film avec un scénario qui a déjà été joué en Ouganda et surtout au Rwanda. Et lorsque aucune autre puissance étrangère concurrente de l'Occident ne prend parti, comme c'est souvent le cas hélas en Afrique, donc pour garantir que ce système d'infiltration va bien fonctionner, les États-Unis vont envoyer les Nations Unies pour s'interposer entre les positions militaires des rebelles et les positions de l'armée, donc ce qui forcément est une protection pour les rebelles. Comme ça, ils vont garder leur position, ils vont pouvoir observer, ils vont pouvoir se ravitailler, se réarmer, et ainsi de suite. Et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. On a envoyé la MINUAR, et on sait qu'au Congo, plus tard, on va envoyer la MONUC qui va devenir la MONUSCO. Donc, ces forces qui ont un total accès aux informations de l'État, que ce soit rwandais ou congolais, qui peuvent transmettre aux rebelles. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu l'ONUCI, donc la force ONUCI, mais aussi la force licorne française pour s'interposer entre l'armée ivoirienne et les rebelles du Nord. Et c'est cette force française-là qui va installer Alassane Ouattara au pouvoir quelques années plus tard. Mais par exemple, en Syrie, ça, c'était pas possible, car il y avait justement un grand concurrent, comme la Russie, qui connaît très bien ce jeu-là, donc l'Occident ne pouvait rien faire de plus que armer les rebelles à distance, etc., ou bien bombarder, quand on va dire, voilà, on attaque Daesh, mais la cible principale, Bachar el-Assad, ne peut pas être atteint, et on ne peut pas venir ramener comme ça des forces d'interposition qui ne se mouillent pas tellement au combat, et qui sont partis pris, et ainsi de suite. Donc, on ne voulait pas d'eux. Mais en Afrique, où règne la néocolonisation, eh bien, dans ce cas-là, les Nations Unies, etc., quand ils sont envoyés pour des missions comme ça, exécutent généralement leur mission assez tranquillement pour le compte des États-Unis et contre les États qui veulent affaiblir. Mais parfois aussi, quand la situation est inversée, comme par exemple en Somalie, où là, ce n'est pas un pouvoir qu'on veut renverser au profit des rebelles, mais on a un désordre total, et que ce sont justement des rebelles qui sont, pas forcément des rebelles, mais des groupes de gens, des familles, etc., qui, eux, veulent tirer leur épingle du jeu. Et bien là, c'est beaucoup plus difficile, et on sait ce qui est arrivé aux Nations Unies en Somalie. Donc ensuite, la dernière étape, comme on a dit, c'est l'organisation des élections, donc pour faire gagner les leaders rebelles, pour leur donner maintenant plus de légitimité, etc. Donc c'est comme ça que ce système fonctionne. Mais il se trouve qu'au Rwanda, c'était un cas particulier. Malgré tout ce dispositif qui était favorable au Front patriotique rwandais de Paul Kagame, etc., la situation au Rwanda, comme on a dit, est très particulière. Le FPR n'avait strictement aucune chance de gagner des élections, même en essayant de truquer tout cela, parce que, comme on a dit déjà, ils venaient d'Ouganda avec leurs armes, et ils sont une minorité dans la minorité Tutsi face à 85% de Hutus. Donc même si les Tutsis du Rwanda disaient, bon, on va quand même voter pour nos frères, même s'ils sont étrangers,
par rapport à nous, on va voter pour eux, mais c'est que 15% de la population contre 85%, donc c'était strictement perdu d'avance. Et d'ailleurs, au Burundi, il y a eu des premières élections vers 1992 et on a bien vu que les Hutus sont arrivés au pouvoir alors qu'ils avaient été toujours dominés par les Tutsis, parce que le Burundi est un pays de taille similaire au Rwanda, avec une population Hutu-Tutsi similaire, une situation où les Tutsis aussi ont longtemps dirigé, comme au Rwanda, etc. Donc, quand les Tutsis, les Kagame, tout ça, ils ont vu clairement que de l'autre côté de la frontière, les Hutus ont gagné pour la première fois, ils ont pu accéder au pouvoir. Donc forcément, on dit chez nous, c'est ce qui va arriver. Donc ça peut pas être comme ça peut pas se passer comme ça. On est venu avec les armes, non pas pour jouer les opposants. Donc depuis le début, il fallait une victoire militaire et non pas une victoire lors d'élections, mais surtout il fallait quelque chose de terrible comme le génocide pour vraiment asseoir leur pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de Tutsis même ont du mal à accepter, ont du mal à croire. Mais réfléchissons un peu, comme on vient de dire. Vous avez une minorité de gens qui sont inconnus, qui viennent de l'Ouganda pour envahir le Rwanda au sein d'une formation militaire essentiellement Tutsi, malgré que les quelques Hutus servaient de hommes de paille, dont par exemple le pasteur Bizimungu, etc., qui va devenir le futur président sans pouvoir du Rwanda. Mais c'était essentiellement un parti, un mouvement Tutsi qui est venu de l'Ouganda. Et le FPR, ce mouvement-là ethnique, qui vient ensanglanter le Rwanda, peut gagner des élections face à une majorité de Hutus à 85%. Donc comment pouvait-il un seul instant songer à venir jouer le jeu électoral et tout ça? Et de plus, prendre le pouvoir militairement ne servait à rien au FPR, car au niveau international, même leurs alliés comme les États-Unis, etc., allaient avoir du mal à les légitimer longtemps comme on le voit aujourd'hui. Et surtout, comment contenir cette majorité Hutu de se révolter et ainsi de suite, se révolter à nouveau. Donc c'est pourquoi ils ont provoqué donc le fameux génocide de 1994, car ils savaient que militairement, ils avaient le soutien des Nations Unies et des États-Unis, etc. Donc il fallait trouver quelque chose qui pourrait faire taire pendant très longtemps la majorité Hutu et la culpabiliser au niveau international, etc. Donc c'est comme cela que le 6 avril 1994 va se déclencher le fameux génocide des Tutsis, après que le FPR a abattu l'avion. En tout cas, très probablement, c'était le FPR qui a abattu l'avion du président Hutu, Juvenal Abiyarimana, qui est décédé sur le coup, et donc qui a provoqué les incidents, puis les massacres qu'on a appelés génocides. Donc les groupes extrémistes Hutus, c'est eux en fait qui vont s'attaquer, massacrer des dizaines de milliers de civils Tutsis, voire des centaines de milliers, tandis que le FPR, de son côté, va lancer une offensive pour prendre le pouvoir, tout en commettant aussi de nombreux massacres de Hutus et de Tutsis, etc. Et au bout de 3 mois, donc, ils vont prendre le pouvoir et se faire passer pour les héros. Donc, ce génocide-là aura fait, selon les chiffres officiels, plus de 800 000 morts. Donc, en majorité, largement de Tutsis, mais nul doute que de nombreux Hutus ont été aussi massacrés. Donc ceux qui en feraient un double génocide. Et il faut préciser que tout cela se passe alors que les casques bleus des Nations Unies sont sur place. Et s'il admet que l'élément déclencheur du génocide, c'est le tir de missile qui a battu l'avion du président rwandais, alors donc qu'il est en train de revenir des négociations de paix, et c'était au moment où l'avion est en train d'atterrir, et il se trouve que l'aéroport de Kigali était au contrôle des forces des Nations Unies. Donc, il y a eu de grandes complicités. En clair, celui qui a abattu donc cet avion est le responsable du génocide. Or, depuis quelques années, même des anciens proches de Paul Kagame ont dû fuir le Rwanda et ont accusé Paul Kagame pour être le responsable donc de cet attentat-là. Donc c'est lui qui en a donné l'ordre. Et c'est le cas notamment de Patrick Karegeya, ancien chef des services de renseignement du Rwanda,
qui a été assassiné en Afrique du Sud en 2014. Mais il y a eu aussi le général, surtout Faustin Kayumba Nyamwasa, qui est carrément l'ancien chef de l'armée rwandaise. Donc c'est l'ancien chef d'état-major. C'est même un des fondateurs du Fonds patriotique rwandais de Paul Kagame, etc. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas juste moi qui suis en train de parler dans cette vidéo, mais c'est des choses qu'on peut vérifier. On a essayé de l'assassiner devant sa maison, il a été touché par balle, et pire encore, une fois qu'il est arrivé à l'hôpital, 5 personnes ont encore essayé de l'achever, mais ils ont été interceptés. Donc enfin bref, donc vous comprenez bien que l'affaire de qui est responsable du génocide n'est pas terminée. Un jour, ça sortira clairement de terre, mais forcément pour l'instant, Kagame, etc. essaye de étouffer cette affaire-là. Et toujours est-il que lors de la prise du pouvoir du Front patriotique rwandais, plus d'1 million de Hutus vont fuir le Rwanda en direction du Congo. Des villages entiers prennent la route de l'exode. Des dizaines de milliers de villageois fuient le Rwanda, emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé. Une véritable marée humaine traverse la frontière du Zaïre sous la protection des militaires français. La plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu. Tous n'ont pas participé au génocide, mais l'avancée des soldats Tutsis leur fait peur. Ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs. Mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française. Mélangés aux réfugiés, les soldats Hutus de l'ex-armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zaïre. Et c'est sans être inquiétés par les militaires français qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière zaïroise. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a eu la Banque centrale qui a traversé et tout le reste, les véhicules de l'État et tout a traversé. Donc c'était un flot de gens qui venaient, toute une armée qui entre. Le Zaïre a eu à accueillir à peu près 1,6 million Hutus, civils, militaires, et ça c'est le point de départ de la déstabilisation complète de la région de Grand Lac. Et c'est là que commence en fait la nouvelle tragédie congolaise. Mais pour revenir rapidement à ce qu'on disait, par exemple, que Paul Kagame est responsable du génocide selon ses anciens camarades de lutte, mais il y a aussi eu les propos que tient celui dont on a fait le film Hôtel Rwanda, donc celui qui sauvait les Tutsis, donc celui qui a été considéré comme un héros. On a même fait un film pour lui, il a été décoré à la Maison Blanche par les George Bush, etc., comme un grand héros. Mais lui, écoutez ce qu'il dit de Paul Kagame, lui il a du mal à mettre les pieds au Rwanda. Il est considéré comme un héros en dehors du Rwanda, mais à l'intérieur du Rwanda, cet homme-là, Hutu, qui a aidé des Tutsis, vous dit clairement que Paul Kagame a fait du terrorisme, il a massacré, et que tôt ou tard, les familles, que ce soit des familles Hutu ou Tutsis, vont se souvenir de ce qui s'est passé, et là, ça sera fini pour ce pouvoir-là. Et donc, il faut maintenant revenir à ce qui s'est passé pour comprendre maintenant la nouvelle tragédie congolaise. En fait, l'armée française va déclencher ce qu'on appelle l'opération turquoise. Donc, ils vont laisser tous les ex-phares, c'est-à-dire les ex-forces armées rwandaises du régime Hutu qui venaient de tomber face aux extrémistes Tutsis venus d'Ouganda. Donc, ils ont quitté le Rwanda et l'armée française leur a laissé sortir avec leurs armes. Donc, on ne les a pas désarmés à la frontière. Et plus grave encore, le régime congolais et zaïrois, ou bien zaïrois à l'époque de Mobutu, qui va laisser entrer donc ces soldats-là sans les désarmer. Il est vrai que Mobutu a été longtemps un allié avec les Français de l'ancien président Hutu qui avait été assassiné. De là, les laisser rentrer comme ça avec leurs armes de façon complètement irresponsable,
Donc ce qui arrangeait forcément les Américains et le Front patriotique rwandais, qui allaient trouver donc en cela un prétexte pour envahir le Congo, avec pour raison que ces ex-phares se préparaient en fait à retourner au Rwanda et à refaire un génocide. Donc non, même pas pour dire que ils étaient juste là pour reconquérir le Rwanda et retrouver leur pouvoir. Non, on les a carrément directement accusés de menacer le Rwanda pour perpétrer un autre génocide. Donc forcément, c'est un argument fort qui permettait au Rwanda de faire des incursions. Et il est vrai que les ex-phares se préparaient clairement à reconquérir le Rwanda, mais pas forcément pour aller faire un génocide. Mais ils voulaient juste revenir au pouvoir. Mais à vie, on peut leur coller le génocide pour tout et pour n'importe quoi. Donc du coup, ils ont quelque part les mains liées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains avaient déjà depuis longtemps prévu de faire de cette zone immensément riche de la région des Grands Lacs et principalement de l'Est du Congo, leur nouvelle zone d'influence au détriment des anciennes puissances coloniales comme la Belgique, la France, etc. Puisque comme on a dit, la guerre froide venait de prendre fin en 1991. Enfin, en tout cas, l'Union soviétique était tombée en 1991, mais depuis 1989, déjà, on savait que l'Union soviétique était terminée. Du coup, les États-Unis devenaient la seule puissance mondiale puisque leur seul grand rival, l'Union soviétique, venait de tomber. Donc c'est pourquoi les États-Unis et les Occidentaux, en général, ont favorisé, pendant toutes ces années de guerre froide, des partis uniques en Afrique notamment, dans presque tous ces pays-là, et en particulier le mouvement populaire de la révolution de Mobutu, car ils craignaient que des partis d'opposition pro-soviétiques fassent basculer donc des pays stratégiques comme le Congo du côté de l'Union soviétique. Mais une fois débarrassés de l'URSS, donc l'Union soviétique, les États-Unis ont commissionné le président français François Mitterrand pour qu'il organise un sommet France-Afrique pour mettre fin au parti unique. Et c'est ainsi qu'il y a eu les fameuses conférences nationales souveraines dans différents pays d'Afrique. Malgré que ce fut en fait sur ordre des Occidentaux, Tshisekedi, par exemple, l'opposant historique du Congo, et maintenant même son fils, puisque lui il est décédé malheureusement cette année, donc maintenant son fils, etc., il se vante inlassablement d'être à l'origine de ces soi-disant conférences nationales, prétendant ainsi que Étienne Tshisekedi serait donc le père de la démocratie, etc. Mais tout ça, c'était simplement des jeux politiques, des manœuvres politiques, géopolitiques, externes et internes. Donc, certains se contentent de ça sans essayer d'aller voir plus loin. Et de toute façon, tout ça n'aurait aucun sens dans la mesure où Tshisekedi n'a pas arrêté de se plaindre à chaque fois que il y avait l'absence de démocratie au Congo, et ce jusqu'à sa mort. En bref, donc, les États-Unis voulaient désormais prendre les choses en main en Afrique et particulièrement à l'est du Congo. Et pour cela, Paul Kagame allait donc devenir le sous-traitant ou bien le chien de garde des Américains dans cette région-là, et à qui il doit tout, parce que les Américains l'ont beaucoup soutenu. Mais avant cela, malgré la prise du pouvoir du Front patriotique rwandais, Kagame devait désormais en fait se donner non seulement le rôle du héros qui a mis fin au génocide, mais aussi de celui de l'homme de la réconciliation du Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Du coup, donc, il va mettre en poste un président Hutu, mais qui n'aura aucun pouvoir, à savoir Pasteur Bizimungu, donc de 1994 à 2000. Et lui, Kagame, va être vice-président et ministre de la Défense. Donc, s'occuper bien, tenir l'armée. Donc, on tient le vrai pouvoir. Mais c'est Kagame qui était le véritable dirigeant officieusement du Rwanda. Ainsi donc, il fallait non seulement pour Kagame neutraliser les ex-phares qui étaient accusés de génocide qui étaient au Congo, mais c'était aussi pour lui donc l'occasion de se débarrasser de Mobutu, qui d'ailleurs était, comme on l'a dit, un allié de Habyarimana, son ancien ennemi, l'ancien président du Rwanda qui a été assassiné. Donc Mobutu se trouvait qu'il était déjà très malade, il ne servait plus à rien pour les Américains, etc. Et puis la guerre froide était terminée, donc les partis uniques, etc. Donc tout son rôle avait été joué, c'était terminé pour lui.
il fallait maintenant s'en débarrasser. Or, s'il mourait au pouvoir, donc il y avait un risque que son successeur soit un homme soutenu par le peuple, comme par exemple Étienne Tshisekedi. Or, les États-Unis ne voulaient pas d'un homme trop légitime et d'un État congolais assez structuré, assez stable. C'est pourquoi donc Mobutu devait tomber par un coup militaire. Mais pour cela, il fallait un plan qui permettrait au Rwanda d'aller jusqu'à Kinshasa, qui se trouve pourtant à 2000 km du Rwanda, donc loin des frontières où se trouvaient donc les ex-FARC, ces forces rwandaises qui étaient à la frontière et qui le menaçaient. Donc, il fallait un prétexte pour aller jusqu'à Kinshasa. Donc, c'est ainsi que on a été chercher d'anciens rebelles et opposants à Mobutu qui étaient complètement à la retraite, qui n'avaient plus d'armée, plus d'armes, plus d'argent en tout cas pour pouvoir lancer une offensive militaire majeure sur le Congo. Et on a été comme ça un peu les déterrer. Et l'un des leurs était donc Laurent Désiré Kabila. Et là, nous sommes en 1996. Or, celui-ci, c'était en fait un ancien chef guerriero pro-Patrice Lumumba qui avait pris les armes contre le pouvoir de Mobutu, donc après l'assassinat de Lumumba au début des années 60. Il a même bénéficié du soutien de Cuba, notamment Che Guevara en personne qui était venu au Congo pour leur prêter main forte. Et donc cet ancien guerriero, en 1996, il n'était plus actif depuis bien longtemps. Pourtant, les Rwandais vont le remettre en service pour se donner en fait une apparence congolaise, de mouvement congolais, mais c'était pour soutenir donc leur invasion de ce pays. Ainsi, ils vont créer le mouvement qu'on appelle AFDL, qui est l'Alliance des forces pour la libération du Congo, et ainsi, ensemble, ils vont marcher sur Kinshasa, en compagnie notamment de nombreux enfants soldats qu'on appelle les Kadogo. Et en 1997, donc, ils vont prendre Kinshasa, donc ça va être très rapidement fait. Et ce presque sans résistance, parce que Mobutu, ayant totalement trahi le Congo pendant toutes ces années, il n'a jamais eu une véritable armée et ses officiers, etc., ses collaborateurs l'ont tous trahi dans la mesure où de toute façon, les ambassades américaines, la CIA, etc., ont dit à l'armée de Mobutu, voilà, on vous a lâché, donc lâchez-le et ainsi de suite. Bref, ça a été du vite fait, donc ça prouvait que cet homme-là, dictateur qui a fait peur à la population congolaise pendant toutes ces années, n'était qu'un poltron, n'était qu'un homme désorganisé, donc c'était un tigre en papier, comme on pourrait dire. Et bien que le Rwanda a joué le premier rôle dans la conquête de l'AFDL, il faut noter que il y a aussi eu la présence notamment de leurs complices ougandais, burundais, etc. Et même un petit rôle des forces angolaises, mais qui n'était pas forcément allié avec le Rwanda, etc., mais qui était plus venu sous l'impulsion en fait d'un ami de Laurent Désiré Kabila, à savoir le peintre Victor Poyo. Et donc arrivé à Kinshasa, c'est Laurent Désiré Kabila père, donc Kabila père comme on l'appelle, qui va se proclamer président du Congo. D'ailleurs, il va changer le nom de Zaïre qui va redevenir Congo. Mais il se trouve qu'il est un peu pris en otage. Il est entouré donc de tous ces Rwandais Tutsis qu'il va mettre à des postes clés au niveau de l'État, comme ça s'est passé en Ouganda. Par exemple, on a eu James Kabarebe comme étant chef d'État-major général. Et il se trouve que cet homme-là est probablement l'un des seuls hommes encore en vie qui a eu un poste de chef d'état-major dans deux pays différents, puisque plus tard il va le devenir au Rwanda, alors qu'à l'époque on le présentait comme étant un Tutsi congolais, etc. Et la population se posait des questions, mais qui sont tous ces Tutsis à la tête de l'État? Et regardez maintenant plus tard, il se trouve clairement tranquillement au Rwanda. Donc c'est pour dire qu'ils se sont fait passer pour des Congolais alors qu'ils avaient leur agenda caché, etc. Il y a eu aussi Bizi Makara qui était ministre des Affaires étrangères, donc du Congo. C'était encore un autre Rwandais Tutsi. Il y a eu Azarias Ruberwa qui était lui directeur de cabinet de Joseph Kabila et qui est toujours en poste aujourd'hui au Congo, à Kinshasa, tranquillement. Et Kabila père donc ne contrôlait pour ainsi dire pas grand chose. Mais il a fait en plus l'erreur d'exiler l'opposant historique de Mobutu, à savoir Étienne Tshisekedi, et surtout
il a demandé le départ des troupes angolaises, pourtant qui veillaient à sa sécurité. Et il faut aussi se dire que voilà, j'ai entendu notre bien-aimé frère Royaume israélite Congo, ou Royaume Congo israélite, qui disait qu'il y a eu un accord qui avait été signé avec le Rwanda et tout ça. En fait, il parlait de l'accord de l'Émirat, dont en réalité, on n'a pas vraiment de traces visibles, de preuves que ça ait pu exister. Mais si vous regardez bien, comme on a dit que Kabila a été sorti en fait du vestiaire, il a été sorti des vieilles armoires là. Donc, c'est pas avec Kabila que le Rwanda allait signer quoi que ce soit. D'ailleurs, comme on l'a dit, c'est arrivé à Kinshasa qui s'est autoproclamé, arrivé à Lubumbashi que Kabila a commencé à s'imposer avec d'autres acteurs congolais qui étaient là même avant Kabila. Donc, c'est pour dire que quoi qu'ils aient pu signer, ils n'étaient même pas encore arrivés au Congo, ils n'étaient pas encore arrivés au pouvoir, donc ils ne pouvaient rien promettre, rien donner comme territoire au Rwanda. Les accords de l'Émirat sont devenus simplement une espèce de mythe pour dire que voilà, ils avaient promis ça au Rwanda, alors que c'est une affaire qui est purement géopolitique. Si les Américains n'étaient pas derrière depuis bien longtemps, bien avant que Kabila rentre en scène, alors là, tu aurais pu imaginer certaines choses comme ça, mais sachant que c'est pas des trucs spontanés entre Africains, simplement, voilà, on vous laisse entre vous, débrouillez-vous, vos intérêts, ça ne nous intéresse pas. Non, c'est pas du tout ça, du tout. Donc, les accords de l'Émirat n'ont rien à voir avec le drame congolais en tant que tel. Donc, pour continuer l'histoire, le peuple congolais va commencer à se plaindre donc de cette trop grande présence rwandaise Tutsi à la tête de l'État. Kabila ne pouvant plus convaincre la population que tous ces gens-là sont des Congolais, il va donc un peu regretter son erreur et il va vouloir se rattraper en demandant aux forces rwandaises de rentrer au Rwanda, que leur mission était terminée. Mais ces derniers vont faire semblant en fait de repartir en direction du Rwanda. Arrivés à l'est du Congo, ils vont détourner un avion de ligne et ils vont se rendre jusqu'au Bas-Congo. Donc même plus loin que Kinshasa, à partir d'où ils vont essayer de tenter de prendre la capitale et faire tomber Kabila. Donc les forces rwandaises qui essayent de faire un coup d'État ouvertement au Congo. Et d'ailleurs, il faut préciser que lorsque Kabila a demandé aux Rwandais de rentrer au Rwanda, il se trouve que Azarias Ruberwa, qui se dit congolais, Tutsi congolais, Banyamulenge, etc., etc., donc des choses très floues, très contestées au Congo, même par ceux qui connaissent l'histoire de ce pays-là. Mais bref, de toute façon, s'ils sont congolais, en tout cas pour ma part, ça ne me dérange pas en tant que tel. Et donc, ce Azarias Ruberwa, alors qu'on ne l'avait même pas chassé, il était directeur de cabinet de Kabila, père, il a quand même pris la fuite, il a pris l'avion, il est parti avec les Tutsis en disant qu'il n'était plus en sécurité, juste parce que ses frères étaient maintenant partis. Et donc, comme on a dit, ils sont revenus, ils ont pris le Bas-Congo, ils ont essayé de prendre la capitale, mais Kabila a fait appel au peuple, et donc, du coup, la population a protégé la ville, mais il y a eu aussi l'Angola, donc l'armée angolaise qui est intervenue, ainsi que l'armée zimbabwéenne. Et les soldats rwandais qui étaient conduits par James Kabarebe, bloqués donc au Bas-Congo à des milliers de kilomètres du Rwanda, vont menacer de détruire le grand barrage hydroélectrique de Inga. Et bien évidemment, si on ne les laissait pas partir en sécurité. Ainsi donc, ils vont pouvoir regagner l'est du Congo et le Rwanda sans aucun souci. Mais ils vont s'installer durablement à l'est du Congo, au Kivu, où ils vont fonder le fameux RCD Goma, donc je crois que ça veut dire le Rassemblement Congolais pour la démocratie, soi-disant. Et donc c'est un de ces groupes rebelles qui vont se succéder au Kivu et jusqu'à aujourd'hui, qui apparaissent périodiquement, et puis on commence à négocier avec eux, on les intègre dans l'armée, etc., etc. Donc entre-temps, il va y avoir un acharnement en fait médiatique qui va s'abattre sur Kabila. Donc Kabila père, on va l'accuser en tant que prétendu chef de l'AFDL
de la mort de plusieurs centaines de milliers de Hutus qui étaient réfugiés au Congo et qui fuyaient en fait les avancées des forces rwandaises Tutsi sous les couleurs de l'AFDL. Et beaucoup donc ont été massacrés, d'autres sont morts de faim dans les forêts congolaises où ils étaient en train de se cacher sur les routes, etc. Et donc ainsi au niveau international, on commençait déjà à accuser en fait Laurent Désiré Kabila tout simplement d'un génocide. Et son cas était réglé d'avance. Donc ça devenait un peu le chef d'État génocidaire alors que c'était les Rwandais qui étaient venus avec lui. Donc il n'a pas arrêté de le clamer que lui il était innocent, que c'était les Rwandais qui ont fait le coup, que lui n'avait rien à voir, mais il n'y avait rien à faire. C'était une manipulation qui était orchestrée contre lui. Et le rapport mapping des Nations Unies qui est paru en 2010 a clairement mis en cause le Rwanda. Mais cela n'a eu aucune conséquence sur le pouvoir de Paul Kagame. Là, on parle de 2010, donc il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'on accusait en 98, 99, tout ça, on accusait Laurent Désiré Kabila de tous ces massacres-là, alors qu'on savait très bien depuis longtemps que c'était les forces rwandaises qui avaient fait en fait ce contre-génocide-là et qui avaient réussi à faire porter le chapeau à Laurent Désiré Kabila à la fin des années 90. Ce dernier donc avait de plus en plus d'ennemis intérieurs et extérieurs. Donc il faut dire que malgré ses erreurs, Kabila père s'est avéré être un véritable patriote. Donc c'est un qui aimait réellement son pays, qui avait des idéaux, même si comme on a dit, il s'était mis un peu à la retraite, on l'a sorti du placard. Mais il s'est montré un vrai patriote. Il a quand même essayé de régler, d'arranger un peu les problèmes qu'ils ont créés avec cette fausse rébellion de l'AFDL. Donc ainsi, peu de temps après, une nouvelle rébellion va surgir en 1998. Cette fois-ci, ça va être dans la province de l'Équateur avec le MLC qui est mené par Jean-Pierre Bemba, qui est le fils d'un important homme d'affaires qui était proche de Mobutu à l'époque du Zaïre. Et il se trouvait qu'il est soutenu, en fait, il était soutenu par l'Ouganda, qui en réalité était véritablement à la manœuvre. C'était eux qui contrôlaient en fait sur l'arrière-plan. Ainsi donc le Congo va être plongé dans une guerre civile et va être divisé en trois parties. Donc l'Est sera entre les mains du RCD Goma soutenu par le Rwanda. Le Nord-Ouest va être contrôlé par le MLC et tout le Sud ainsi que la capitale Kinshasa seront tenus par Kabila père avec ses alliés angolais, zimbabwéens, etc. Mais malgré toute sa résistance Kabila sera assassiné en janvier 2001 et va être remplacé par Joseph Kabila qui était présenté comme son fils. Et au vu en fait de ses traits proches des Tutsis, nombreux sont ceux qui crient que c'est un imposteur, etc., y compris même le fils biologique aîné de Kabila, qui s'appelle Étienne Kabila. Mais ce qui semble en fait le plus probable, qu'il faut dire, est que Joseph Kabila était au minimum le fils adoptif de Kabila père, car il y a des vidéos où on parle de Joseph Kabila comme étant son fils, et il ne conteste pas cela face à des journalistes, etc. Donc, il était Kabila fils minimum, fils adoptif de son père. Ensuite, ça va être le scénario à la rwandaise. Il va y avoir des conférences de paix en Angola, au Botswana, en Afrique du Sud, où finalement, on va trouver un accord. Donc, il va y avoir un gouvernement de transition avec Joseph Kabila comme étant le président de la République et 4 vice-présidents, dont un du RCD Goma, soutenu par le Rwanda, et aussi Bemba du MLC. Donc le but était d'organiser des élections après une guerre civile qui a fait plus de 3 millions de morts de 1998 à 2003. Donc ainsi, avec cette intégration du RCD Goma au gouvernement congolais, ce sera que le premier épisode d'une infiltration des forces Tutsi rwandaises au sein des institutions congolaises.
car il faut dire aussi qu'il y a des Tutsis, même de nationalité congolaise, comme il existe des Congolais de nationalité belge, etc., mais aussi des Hutus qui sont là au Congo et ainsi de suite. Et donc, comme on a dit, c'est le premier épisode de cette grande infiltration. Pourtant, peu après donc cette intégration, il va y avoir une nouvelle rébellion encore Tutsi à l'est du Congo qui va voir le jour, à savoir le CNDP, donc toujours soutenu par le Rwanda, et il y a beaucoup de complaisance vis-à-vis d'eux au niveau international, à l'ONU, etc. Donc eux aussi se servaient déjà de tout ce qui était génocide du Rwanda, des Tutsis et ainsi de suite, alors qu'en réalité ils n'en avaient que faire des Tutsis, c'était des prétextes. Et parmi leurs revendications, ils exigeaient en fait le retour de dizaines de milliers de personnes prétendument congolaises qui étaient réfugiées au Rwanda. Mais on les soupçonnait plutôt en fait de vouloir faire venir des Rwandais, particulièrement des militaires, pour s'installer en fait dans le Kivu congolais qui avait subi d'importantes pertes en vies humaines. Donc c'était des dépeuplements, des déplacements de population, et donc on voulait comme aller prendre leurs terres, les occuper, etc., et annexer l'est du Congo au Rwanda. Et ces Rwandais obtiendraient donc ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, la carte d'électeur congolais, et ils vont pouvoir voter pour le RCD Goma qui venait d'être intégré comme parti politique dans les institutions congolaises, et ainsi de suite. Et donc ça c'était pour le premier tour. Et ensuite au deuxième tour, donc ces gens-là allaient pouvoir voter pour Joseph Kabila, etc. Alors qu'ils sont censés être ses ennemis. Donc le CNDP a prétendu que, et aussi le CNDP a prétendu vouloir protéger les Tutsis congolais qui subissaient des discriminations, etc. Malgré que, à l'époque, cela pouvait paraître farfelu, vers 2004 et tout ça, mais aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont tombés dans le panneau en répétant sans cesse que ce sont les Tutsis, les ennemis des Congolais, les ennemis des Bantous, ils ont toujours été comme ça à travers l'histoire. Donc ce discours ridicule ne ferait que servir donc les intérêts de ces gens-là qui n'attendaient que cela, et ça commence à payer. Donc voilà, ils commencent déjà à se frotter les mains. Donc ils ne font plus ces Congolais la différence entre les extrémistes Tutsis qui sont issus du FPR et de ses proxys qui sont minoritaires par rapport au peuple Tutsi dans son ensemble. Donc en gros, par ignorance, ces Congolais servent les intérêts de ces extrémistes. Certes, on peut les comprendre, après plus de 6 millions de morts, plus d'1 million de femmes violées, sauvagement, même des enfants, des bébés, etc. Donc c'est sûr que, voilà, avec la colère et ainsi de suite. Mais ce serait quand même stupide de tomber dans ce piège-là. Et ce serait stupide de ne pas retenir les leçons de l'histoire après ce qui s'est passé au Rwanda. Regardez au Congo comme Kabila est assis au pouvoir, vous vous plaignez que ce soit disons un Rwandais, un Tutsi, mais un seul homme, vous n'arrivez même pas à le déloger. Donc imaginez si on vous colle en plus un génocide des Tutsis, que les Congolais ont une réputation de génocidaires, de discrimination contre les Tutsis et tout ça. Donc vous allez tomber dans quelque chose que vous allez devenir des esclaves pendant 1000 ans. Bon, j'exagère, puisque nous on sait bien qu'il y a les implications spirituelles, etc. Mais néanmoins, c'est tellement stupide, tellement ridicule. Donc vraiment, les ignorants qui viennent commenter même sur notre chaîne, vraiment, ils savent même pas ce qu'ils font, ou bien ils savent ce qu'ils font. Ils travaillent donc pour les intérêts de ce plan machiavélique. Parce que lorsque les Portugais sont arrivés en 1482 ou bien 1483 au royaume Congo, c'était une poignée d'hommes, mais ils ont réussi à convertir le roi Nzingankuvu au catholicisme. À sa mort, les fils de ce roi vont commencer à s'entretuer, et Alphonse Ier, qui était soutenu par les Portugais, va l'emporter. Il va contribuer à l'esclavage de ses propres frères bantous, et même les membres de sa propre famille vont y passer, et au fil du temps, le royaume Congo va commencer à décliner dans des guerres civiles, etc., jusqu'à s'effondrer totalement après la bataille d'Ambuila en 1665. Donc le pays ne connaîtra que des guerres civiles entre Bantous.
Donc cela prouve que un petit groupe de gens mal intentionnés, bien organisés, peuvent entraîner donc des millions de gens dans des conflits tragiques. Or, là, c'était les Portugais, c'était pas des Tutsis. Aujourd'hui, on a un petit nombre d'extrémistes Tutsis soutenus par des grandes puissances comme les États-Unis qui troublent la paix dans la région des Grands Lacs. Et certains Congolais ignorants font porter le chapeau à tous les Tutsis, voire à tous les Nilotiques. Maintenant, c'est même les Somaliens qui n'ont rien à voir, les Éthiopiens, les Soudanais. Donc, l'ignorance, l'égarement a atteint des proportions vraiment graves. Donc, mais c'est que de l'ignorance et de l'égarement. Donc, on peut les comprendre, mais c'est pourquoi on fait aussi cette vidéo, pour que ces ignorants-là entendent que, voilà, il y a des gens qui sont avertis, qui connaissent leurs manœuvres. Voilà. Donc, et au plus, il y aura des gens qui connaîtront cela, et au plus, les gens vont comprendre ce qui se passe réellement, et au moins, donc, leurs manœuvres vont se répandre et fonctionner. Donc, ils peuvent continuer à servir les intérêts de tout ce plan machiavélique contre le Congo, mais c'est eux qui en portent la responsabilité. Donc, ils ne viennent pas accuser les Nilotiques ou je ne sais quoi. Donc, pour revenir à notre narration, le CNDP va finalement être intégré dans l'armée congolaise. Donc, ces cadres vont créer un parti politique et soudain, comme par hasard, ils vont comme ça soutenir Joseph Kabila comme l'ont fait le RCD Goma avant eux. Mais comme d'habitude aussi, une partie va rester en dehors de l'armée congolaise, des institutions congolaises. Et finalement, Joseph Kabila et Paul Kagame vont décider de retirer donc le chef du CNDP, Laurent Kunda, du jeu, en lui accordant en fait la protection au Rwanda et refusant bien évidemment de l'extrader vers Kinshasa. Ensuite, ils vont décider de mener une opération conjointe militaire donc entre le Rwanda et le Congo. Des milliers de soldats rwandais vont arriver avec pour objectif d'éradiquer les FDLR, qui est un mouvement en fait rebelle Hutu, qui était installé au Congo depuis le génocide, etc., et qui menaçait soi-disant à la fois les Tutsis du Congo et la sécurité du Rwanda. Mais étrangement, il se trouve qu'en plus de 20 ans, depuis que le génocide a eu lieu, ces FDR-là n'ont jamais une seule fois lancé une vaste offensive d'ampleur sur le Rwanda. Ils n'ont fait que déstabiliser le Congo, violer, etc., etc. Donc, ce qui fait que beaucoup les soupçonnent en fait de travailler pour Paul Kagame, parce qu'il se trouve que le FDL, il se trouve que la FDL qui était commandée par le Rwanda était arrivée jusqu'à Kinshasa en 1997. Donc, ils ont dû nettoyer en fait toutes les forces Hutus qui se trouvaient à l'est, puisqu'ils ont réussi à aller même jusqu'à Kinshasa, qui se trouve à près de 2000 km de la zone des FDLR du Rwanda, etc. Donc, comment se fait-il que ces FDLR-là auraient pu comme ça s'organiser, devenir ce mouvement puissant qui déstabilise toute l'est du Congo, alors qu'en vérité, s'il fallait une intervention, c'était une intervention des forces des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, etc., pour régler la question du CNDP Tutsi. Mais dès qu'on a commencé à solliciter ces pays donc africains, immédiatement le Rwanda est entré. En réalité, c'était pour protéger tout simplement ces hommes qu'ils envoient à chaque fois au Congo, donc le CNDP, etc. En tout cas, à la fin de l'opération militaire entre le Congo et le Rwanda, ils vont annoncer qu'ils en ont fini avec les FDLR, sauf que, bien évidemment, peu de temps après, il y aura de nouveaux FDLR qui vont sévir dans la région, et ça va être à nouveau un prétexte d'instabilité à l'Est, etc. Mais on ne parlera même plus du CNDP, alors que c'était eux qui étaient à l'origine des troubles. Et officiellement, les soldats rwandais, après l'opération, sont retournés au Rwanda, mais beaucoup de gens affirment qu'une grande partie est restée au Congo, et c'était en fait pour préparer, se préparer à se transformer en prochain groupe rebelle qui vont ensuite vouloir eux-mêmes encore intégrer l'armée congolaise, etc. Donc le scénario bien connu
Mais auparavant, il se trouve que la RDC a eu une nouvelle constitution qui a été rédigée en Belgique. Puis en 2006, il y a eu des élections où Kabila a été proclamé vainqueur. Ces élections ont été boycottées de façon donc irresponsable par Étienne Tshisekedi. Certes, ces élections étaient truquées, mais l'UDPS est de loin le parti le plus populaire du Congo, donc il n'avait pas le droit de jouer les abonnés absents. Il aurait pu à coup sûr avoir le gouvernorat au minimum des deux Kasaï ainsi que du Bas-Congo et de la capitale Kinshasa, donc qui a toujours été hostile à Kabila, fils. Pourtant en 2011, lorsque Tshisekedi va accepter donc de se présenter enfin à des élections en 2011, Kabila va quand même être à nouveau proclamé vainqueur, donc cette fois-ci face à Tshisekedi et des opposants irresponsables qui, malgré la triche, ont été incapables de s'unir pour au moins minimiser les dégâts. Tshisekedi, fidèle à son égoïsme politique, du moi ou rien, va une énième fois donc éclater son parti en refusant à ses députés de siéger au Parlement tant que Kabila ne reconnaîtra pas sa victoire. Donc pendant 5 ans, alors que l'instabilité se poursuit à l'est du Congo, que les femmes sont violées massivement, que les richesses du pays sont pillées, qu'une nouvelle rébellion Tutsi éclate à l'est sous le nom du M23, donc Tshisekedi lui va faire que réclamer la vérité des urnes qui ferait de lui soi-disant le vainqueur des élections de 2011, donc il va rester figé dans le passé, et alors que 2016 commence à approcher et que Kabila ne peut même plus se représenter pour un troisième mandat, mais qui cherche par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. Et jusque ici, il a échoué en fait à faire modifier la constitution parce que la population est sortie, etc. Il a tenté d'organiser des dialogues nationaux pour prolonger ses jours au pouvoir, mais ça ne marche pas, même avec l'opposition qui est pourtant très désorganisée. Et bien que au Congo, donc ces partis politiques n'ont pas de maturité politique, ni de conscience politique, ni de vision pour la quasi-totalité, mais ils sont tout de même têtus. Ils ont la tête dure et ça, il faut le reconnaître. Et donc, ils ont fait barrage au projet de Kabila de se maintenir parce que justement, ils sont quand même motivés par l'idée aussi d'accéder au pouvoir, etc. Mais surtout aussi, si les manœuvres de Kabila ont de plus en plus de mal et échouent de plus en plus, c'est aussi à cause de deux anciens barons de son régime qui sont passés du côté de l'opposition, à savoir Vital Kamerhe et surtout Moïse Katumbi, qui se trouve être de plus en plus dans les bonnes grâces des puissances étrangères. Et Kamerhe, on le sait, pour ceux qui ont été jetés un œil sur le livre qu'il a écrit, c'est un homme qui est très atlantiste, donc le voir que ce soit lui ou Moïse Katumbi, ça ne dérangerait pas trop les puissances étrangères, occidentales, etc. Donc du coup, ça devient des alternatives en fait à Joseph Kabila et qui pourraient continuer donc à servir les intérêts étrangers comme il se doit. Et donc Kabila n'est plus indispensable. Et Moïse Katumbi est certainement, et ce malgré en fait son manque de charisme politique, c'est pas le plus grand orateur, mais il reste tout de même le plus rusé des acteurs politiques de premier plan. Il est le seul aussi à avoir un bilan qui certes passerait inaperçu ailleurs dans le monde, mais au Congo où règnent donc des gouverneurs totalement médiocres, Moïse Katumbi est un peu le roi borgne au pays des aveugles, parce que lui, il arrive quand même à avoir un bilan, parce que si on aurait même si on va critiquer en disant que voilà, c'était le Katanga, la province la plus riche du Congo, avec le cuivre, l'uranium, le cobalt, etc. Donc c'était plus facile pour lui que pour les autres, mais sachez bien que les gouverneurs sont tellement médiocres dans ce pays que vous leur donnez le Katanga, ils ne font strictement rien. Donc nul doute que Moïse Katumbi a son bilan. Mais après, comme on a dit, si on compare avec d'autres pays, ça, c'est pas grand-chose. Et il faut dire que nul doute que tous les acteurs politiques qu'on voit actuellement veulent le pouvoir. Donc, ils sont là pour ça, ils sont là à l'affût. Beaucoup sont des opportunistes facilement corruptibles.
et peu ont une véritable vision de l'avenir, quelque chose qui pourrait vraiment servir les intérêts de la population. Par exemple, les opposants aujourd'hui, même les plus en vue, répètent sans cesse que le peuple veut des élections, comme si c'est cela qui va changer leur quotidien. Mais comme le peuple congolais n'est pas politisé, il est là à marcher dans les rues pour les intérêts de ces politiciens qui pour la plupart sont corrompus, qui jouent des doubles jeux, etc. Et comme on a dit, malheureusement, Tshisekedi père est décédé cette année en 2017. Il avait beaucoup de défauts, mais au moins il faisait l'unanimité dans la classe politique congolaise, surtout au niveau de l'opposition. Mais même avec lui, il faut dire que beaucoup n'auraient pas hésité à le trahir, mais au moins ils auraient toujours fait semblant devant lui de le respecter, etc. Et il se trouve que Kabila aujourd'hui est hors mandat depuis la fin de l'année 2016, donc ce qui veut dire que il n'est plus président légitime du Congo, même selon la constitution, même si il a négocié avec l'opposition, qui a prolongé en fait son mandat jusqu'à la fin de 2007, le temps soi-disant d'organiser des élections en association avec les partis d'opposition qui devraient en fait jouer le rôle normalement de premier ministre, etc. Et que la société civile aussi pourrait accompagner, avoir des organismes pour surveiller tout ce processus-là. Mais on a tout de suite vu en fait l'immaturité politique de l'opposition qui a commencé à se déchirer simplement pour ce poste de premier ministre-là. Et même le fils de Tshisekedi n'a pas pu occuper le poste. Et donc aujourd'hui on a avancé, on sait que les élections n'ont aucune chance d'avoir lieu. D'ailleurs la CENI l'a fait savoir. Donc on est toujours dans ce cirque politique. Et toutes les indications montrent que donc il n'y aura pas d'élection cette année non plus. Et le climat en RDC est donc très tendu. Et en ce moment, le peuple est bouillonnant. Il est bouillant. Il veut du changement parce qu'il souffre. Les politiciens opposants, etc. et le pouvoir, eux, ils vont et ils viennent. Mais eux, pour beaucoup, ils manquent pas de nourriture. Leurs familles vivent parfois même à l'étranger, etc. Ils n'ont pas les mêmes soucis que la population qui s'impatiente. Et donc, c'est dans ce climat de Kabila partira ou bien partira pas que entre en scène en fait un homme qui est assez trouble, un homme qui se dit être un sage, un chef spirituel d'un mouvement politico-religieux qu'on appelle Bundudia Congo, qui avait en fait appelé le 7 août dernier la population congolaise à se soulever contre le régime de Kabila, le chasser ainsi que tous les Rwandais, et ensuite l'a récidivé au 21 août. Au 7 août, il y a eu des morts, etc. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont sortis, mais c'était loin d'être représentatif de la population capable de sortir dans la rue, etc. Mais le 21 août, ça a été un fiasco. Et pour les uns, donc ce Némoine Ntsemi est un charlatan tribaliste, tandis que pour les autres, il devient un héros, un libérateur, un sage, etc. Donc, on va aussi un peu parler de ces personnages-là dans une autre vidéo, parce que justement, il fait partie de l'actualité, même si les deux dates qu'il a données ont abouti à un échec, mais on n'a pas entendu qu'il a été mis derrière les barreaux, etc. Donc, il va falloir un peu s'apesantir sur son cas. Mais, pour terminer d'abord, nous allons dire un mot sur la situation actuelle vis-à-vis du Rwanda. Comme on a dit, Joseph Kabila est accusé depuis longtemps de travailler pour les intérêts du Rwanda, notamment dans la tragédie à l'est du Congo qui a fait plus de 6 millions de morts. On le soupçonne d'être lui-même Tutsi et non un fils de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila est particulièrement détesté dans la diaspora congolaise, tant pour ce qu'on vient de dire, mais aussi simplement pour son bilan catastrophique en tant que chef d'État après 16 ans passés au pouvoir. Le Congo qui est un des pays les plus riches au monde sur le plan du potentiel, des richesses naturelles, etc., avec une grande population de dizaines de millions de personnes, ce pays-là vit dans la pauvreté la plus absolue et la plus honteuse. Donc, il ne fait aucun doute que ni Kabila ni son gouvernement ne sont dignes de ce grand pays. Mais hélas,
il n'est à mon sens pas tellement le pire. Parce que quand on regarde l'opposition ou les près de 500 partis politiques qu'il y a dans ce pays, c'est dramatique, c'est la catastrophe. Tout comme quand on regarde les 60 à 80 millions de Congolais qui sont au pays et les 3 à 6 millions dans la diaspora. Donc ça reflète en fait l'état du peuple originel dans son endormissement, dans son égarement spirituel, etc. Alors donc il faut déjà se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de créer des troubles comme on voit en Syrie, en Libye, etc. pour faire partir Kabila, un seul homme, alors que tous indiquent que la suite risque d'être encore pire et que tout ça risque d'aller de tragédie en tragédie tellement aucun des acteurs semble être à la hauteur. Car il faut dire que, hormis s'il est avéré clairement par des preuves irréfutables, vérifiables et visibles par tous que Kabila travaille officiellement pour le Rwanda, il faut dire que les chefs d'État africains n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, surtout au Congo où les intérêts sont immenses à un point où le Congolais qui espère le changement en sortant dans la rue n'a même pas l'idée. Imaginez que plus de la moitié des réserves de coltan se trouvent au Congo. Ce minerai qui est quasi indispensable pour les smartphones, les ordinateurs portables, les consoles de jeux vidéo, mais aussi tout ce qui est haute technologie de pointe, etc. Donc, ça c'est concentré en grande partie au Congo. Mais vous imaginez pas un seul instant que Samsung, Apple, etc. sont concernés par ce qui se passe au Congo à l'est, donc dans cette zone de conflit, etc. Le département d'État américain considère le coltan congolais comme un minerai d'intérêt stratégique critique pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc je ne sais pas si même le pétrole est classé aussi haut, car on s'entend qu'on parle d'un seul pays, le Congo, alors que du pétrole il y en a partout, même aux États-Unis, mais le coltan, lui, il est concentré en grande partie au Congo, une autre grande partie au Cameroun, aussi il y a l'Australie, mais juste ces trois pays-là, c'est presque la totalité de ce minerai. Il faut dire que quand on dit coltan, ça comporte deux minerais, donc le colombium et le tantal. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve même pas ailleurs dans le monde. C'est pourquoi on a dû inventer ce nom-là de coltan, alors qu'en vérité c'était le tantal qui était recherché, la cassitérite, etc. Bref. Donc, si ce minerai-là est à des milliers de kilomètres, donc pour les Américains, etc., ce serait inacceptable de laisser le Congo comme ça aux mains de n'importe qui pour que ces minerais stratégiques leur échappent. D'ailleurs, depuis les années 2000, le Rwanda est devenu un important exportateur de coltan qui vient du Congo. Donc, c'est vous rappeler aussi que la mission de Kagame est de préserver les intérêts de leur patron américain dans cette région-là. Et les États-Unis d'Amérique ont la plus grande réserve de coltan au monde, c'est-à-dire de coltan qui a déjà été extrait. Par exemple, dans les années 2000, avec tout ce qui se passait au Congo, la guerre civile et ainsi de suite, eh bien, il y avait pénurie de coltan à travers le monde. On a même arrêté la production de la console de jeux vidéo PlayStation. Donc c'est le département d'État américain qui a dû mettre énormément de coltan sur le marché pour relancer la production, etc. Donc forcément, ils ont dû se renflouer à nouveau au Congo. Donc ils ont besoin de cette zone ultra sensible, ultra stratégique pour leurs intérêts. Mais c'est pas tout. On sait aussi que c'est l'uranium congolais qui a servi à construire la première bombe atomique ou les premières bombes atomiques qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. Donc, il y a de l'uranium au Congo, un autre minerai stratégique. Il y a l'or du Congo, les diamants du Congo, le cobalt, le zinc, le cuivre. Et donc, on n'aura pas terminé de faire la liste de toutes les richesses qu'il y a dans ce pays. Et il faut déjà rappeler que le Congo, c'est 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique. C'est le deuxième potentiel hydroélectrique au monde. Le lac Kivu est plein de gaz naturel, le lac Albert, le lac Édouard, etc.
sont pleins de pétrole. Le lac Tanganyika, c'est le lac où il y a le plus de poissons au monde. Donc, le Congo a même la deuxième forêt du monde après le Brésil, une faune et une flore diversifiée, riche, etc. Et les gens sont surpris que l'on ne vous laisse pas tranquille, malgré les grands airs du gouvernement congolais depuis que les Occidentaux critiquent Kabila, leur ancien ami. Ils prennent des grands airs, mais ils savent qu'il y a une ligne à ne pas dépasser. Par exemple, développer ce pays, le rendre fort, valoriser ses richesses naturelles à un prix juste, etc. Donc s'ils osent faire cela, vous allez voir que ce gouvernement ne va pas tenir très longtemps. Donc ainsi, le Rwanda, lui, s'assure de l'instabilité à l'est du Congo et de la faiblesse de l'État congolais pour orchestrer ce pillage-là et pour que tout cela puisse se faire tranquillement. Et comme on l'a dit, Kagame a réussi donc la légitimité de l'homme qui aurait soi-disant stoppé le génocide. Il a mis ça sur le dos des Hutus, donc du coup, il est tranquille au niveau de l'État. Il peut se permettre d'être autoritaire. On va toujours dire qu'il essaie de protéger une population qui a subi un génocide, etc. Et Paul Kagame, et en plus, il faut savoir que on fait tout pour donner l'impression que Paul Kagame a un très bon bilan économique, que le Rwanda est la Singapour de l'Afrique et tout ça. On va essayer de faire des vidéos pour vous montrer un peu la situation économique réelle du Rwanda. Donc on fait toute une propagande au profit du pouvoir de Paul Kagame pour lui donner une légitimité qu'il n'a pas en réalité. Et le Rwanda est loin d'être un pays qui est en voie de développement, malgré tout ce qu'on pourrait dire, etc. Donc beaucoup même viennent penser que le Rwanda est un pays qui est insoumis, etc. Tout simplement parce que Paul Kagame prend de grands airs face à la France, etc. Mais c'est que la France, donc ils font pas ça avec les États-Unis, simplement que par rapport à ce qui s'est passé au génocide, comme la France était alliée de Mobutu, du gouvernement Hutu ancien, etc. Donc du coup, ils sont là en train de faire du cinéma, comme si Kagame reprochait quelque chose à la France, comme s'il avait le poids, le pouvoir de faire quoi que ce soit, tout simplement le temps qu'il est soutenu par les États-Unis. Et on sait que normalement, un jour ou l'autre, on va le remplacer par quelqu'un d'autre, ils vont le lâcher. Donc voilà, il va un jour ou l'autre payer tous ses crimes. Et donc Kagame, pour s'assurer donc de bien jouer son rôle à l'est du Congo, dans son pillage, dans sa tragédie, dans les meurtres, les crimes, les viols, etc., il a placé de nombreux éléments à des postes clés stratégiques de l'État congolais, dont ceux qui sont issus des différentes forces rebelles comme RCD, CNDP, M23, etc. Donc c'est donc entre autres pour avoir permis tout cela que Kabila n'est pas aimé par beaucoup de Congolais. Et donc aujourd'hui, malgré son bilan catastrophique, il ose chercher à se maintenir par tous les moyens au pouvoir, sachant qu'il ne peut même plus modifier la Constitution et qu'il n'a pas non plus pu prolonger son mandat pour une transition avec l'opposition, etc., dans des gouvernements d'union nationale pendant encore quelques années. Donc il cherche d'autres voies et moyens. Et les Congolais donc doivent être conscients que tout ce qui peut créer de l'instabilité, la guerre civile, le chaos, la division du pays, notamment en trois, comme on a vu de 1998 à 2003, tout cela peut lui permettre de se maintenir dans la mesure où il pourra prendre comme prétexte que l'urgence est de stabiliser le pays, sans quoi donc de toute façon aucune élection ne peut se faire si le pays est plongé dans le chaos. Donc il peut avoir des prétextes comme ça, et même si avec des acteurs puissants comme Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, etc., il se peut que Kabila perde au final, mais qu'est-ce que le peuple aura gagné s'il y a des troubles, guerre civile et ainsi de suite? Peut-être même on aura un inconnu encore pire qui arrive au pouvoir, puisque Joseph Kabila en 2001 était un inconnu par rapport à la population congolaise, par rapport à la situation politique du Congo. Un homme qui n'avait jamais fait de politique, n'avait pas de parti politique, il avait 29 ans, il connaissait rien de la politique, donc il est arrivé comme ça, et voilà le calvaire que vous avez vécu.
déjà pendant 16 ans parce que vous étiez pressé de voir des alternances à Mobutu, etc. Alors que vous-même, vous n'avez même pas changé au fond de vous, mais vous voulez que le pays change. Mais ça, c'est ridicule. Et donc, on ne sait pas ce qui arrivera s'ils font des soulèvements populaires hasardeux, etc. Les Congolais se plaignaient de Mobutu, mais après lui, le pire est arrivé. Et tout aussi grave serait qu'en bout de ligne, Kabila gagne, par exemple, une guerre civile, etc. et se présente comme étant l'homme de la stabilité. Et tout cela, donc, aura servi à rien. Donc, son départ dans des troubles purement politiciennes n'augure rien de bon. Déjà qu'on a dit clairement que les présidents africains n'ont pas les mains libres. Donc si tout ce qui se passe au Congo avait été décidé par des puissances étrangères, qu'est-ce que les Congolais auraient pu faire concrètement quand on connaît la classe politique qui justement s'accommode de Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui? Quand on regarde l'Assemblée nationale, l'armée, la police, etc., il y a beaucoup de Congolais qui sont là. Au gouvernement, etc. Qu'est-ce qu'ils font de spécial? Qu'est-ce qu'ils font en tant que Bantou, soi-disant, et tout ça? Donc, ils ne font rien du tout. Donc, si tout ça avait été décidé de l'extérieur, donc le plan aurait roulé, tellement il y a une inconscience politique, il y a un blocage spirituel, comme on l'a déjà expliqué, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, quoique, il faut que Kabila parte au plus vite, mais cela peut se faire de la meilleure des manières pour le Congo, pour l'Afrique et même pour l'humanité. Donc, pourtant, beaucoup d'opposants et surtout pour les combattants, etc., c'est-à-dire ces personnes qui sont essentiellement basées dans la diaspora, dont le mot d'ordre, le slogan depuis bien des années est Kabila dégage, mais ils n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui et ils sont sans projet, ils sont sans vision, pas de proposition claire et qui soit connue par la population. Kabila dégage, ça c'est pas une vision, c'est pas un projet ni un programme, et Kabila n'est pas le seul à diriger. Comme on a dit, il y a toute une classe politique dont la majorité est composée de Congolais à 100% prétendus bantous, mais qui ne font rien de bon. C'est tout un système et l'opposition est dans ce système. Ils prétendent pouvoir faire partir Kabila, mais on a bien vu qu'en 16 ans, ils ont strictement rien fait. La logique aurait été que, avec la population derrière eux, qu'ils exigent le départ de Kabila à la fin de son second mandat en fin 2016. Sauf que ils ont préféré le laisser encore une année de plus, et donc c'est là que on arrive à ce Nemwanda Nsemi, lui qui a appelé le peuple à se soulever contre Joseph Kabila le 7 août 2017, mais il a échoué. Il a encore échoué pour ce second appel du 21 août. Nemwanda Nsemi a affirmé que seuls les Bas-Congo sont sortis dans la rue et que les autres ne l'ont pas suivi parce que les Congolais sont tribalistes, etc. Donc, ça, c'est le monde à l'envers. Car on va revenir à ces fameux appels, mais on va surtout voir d'abord qui est ce Nemwanda Nsemi et voir qu'est-ce qu'il veut exactement. Est-ce que ce qu'il fait là, c'est pour l'intérêt du peuple congolais ou bien ce sont pour ses propres intérêts à lui-même? Et donc, ça c'était en ce qui concerne donc le drame congolais, donc qui a des implications intérieures et extérieures. Donc, il faut analyser ça sous l'angle géopolitique et non pas simplement sous l'angle politique des Congolais entre eux, à dire voilà, l'UDPS a fait ceci, Honoré Ngwanda a fait cela, etc., etc. Donc tout ça, ça veut rien dire. Il y a un contexte géopolitique beaucoup plus large, beaucoup plus important, avec de gros intérêts derrière. Et ça, voilà, si vous ne le comprenez pas, vous allez partir de drame en drame, avec l'aveuglement spirituel, etc. Donc, il faut revenir sur la voie du Créateur suprême et comprendre réellement ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, ça ne sert à rien de crier les Tutsis, ceci, les Tutsis, cela. Ça, c'est de l'ignorance. Les Tutsis ont été victimes durant le génocide de 1994 à cause d'autres Tutsis qui étaient venus de l'Ouganda et qui ont semé la terreur au Rwanda. Et ce sont ces gens-là qui
sont arrivés jusqu'au Congo, à Kinshasa, etc., qui ont provoqué des troubles terribles. Jusqu'aujourd'hui, on a plus de 6 millions de morts. La situation est terrible, mais les Congolais, si jamais il fallait commencer à trouver des responsables, eh bien, les Congolais sont tout aussi responsables que n'importe qui d'autre, puisque c'est leur responsabilité d'avoir un pays, d'être dans l'unité, d'être organisé, structuré, etc. Mais si jamais, comme ils le disent, soi-disant Kabila, Rwandais, Tutsi est à leur tête depuis tant d'années, c'est que eux-mêmes se montrent médiocres. Et s'ils se montrent médiocres, c'est qu'ils trahissent leur pays. Donc ça, c'est comme Israël quand on dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc Dieu égare celui qui décide de s'égarer, celui qui décide de trouver la voie, Dieu le guide ainsi. Donc il ne faut pas chercher des boucs émissaires lorsque nous-mêmes on ait un problème à notre propre malheur. Donc cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé, salutations.